Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, merci de votre fidélité au Journal des Alpes. Au sommaire ce midi, l'accueil d'une famille irakienne à Bellegarde dans l'Ain. Elle a fui le feu de la guerre en Irak. Une initiative d'un collectif d'habitants et de membres des 4 églises chrétiennes du village. À Aiguebelette en Savoie, les coups de balai ont remplacé les coups de rame. C'est le grand nettoyage ce matin. Les mondiaux d'aviron se sont achevés hier. L'équipe de France termine à la 6e place. Rémi Charmettan du comité d'organisation sera en direct dans ce journal. Et puis côté ciel, le soleil va encore jouer les seigneurs en arrosant généreusement nos 3 départements. Température légèrement en dessous des normales saisonnières, 18 à 21 degrés en raison d'un léger vent du nord. Le droit d'asile, une partie intégrante de l'âme de la France. Ce sont les premiers mots de François Hollande lors de sa conférence de presse qui se tient encore en ce moment même. Le chef de l'État a annoncé l'accueil en France de 2400 migrants victimes de la guerre sur 2 ans. Il a confirmé une réunion des maires du pays samedi à Paris et souhaité une coordination de cet accueil massif. Dans bon nombre de villes françaises, des particuliers, des associations et des mouvements politiques militants incitent leur mairie à accueillir des migrants qui affluent aux portes de l'Europe. À Grenoble, la mairie ne s'est pas encore prononcée ni engagée, mais hier après-midi, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées place Félix Poula. Elles ont exprimé leur solidarité envers ces réfugiés et réclamé que la ville accueille un certain nombre d'entre eux. Depuis la publication de la photo choc du corps d'un enfant retrouvé sur une plage, la question des réfugiés interpelle toute l'Europe. Un élan de solidarité partagé par presque la moitié des Français. Dans l'un département voisin d'une autre, un collectif d'habitants et des membres de 4 églises chrétiennes se sont mobilisés pour accueillir une famille chrétienne d'Irak arrivée tout droit d'Erbil. Correspondance à Bellegarde sur Valserine, Isabelle Philly et Laure Croza. Une cuisinière à gaz, un four, de quoi manger, enfin chez soi. Après un an de fuite depuis Karakoche en Irak, la famille Miko, les parents, leurs 3 enfants, les 2 grands-mères, peuvent enfin se poser. Ils ont fui les groupes armés de Daesh. Le père raconte sa fuite. Pour garder son magasin, les islamistes avaient exigé sa conversion. Il n'a pas voulu renier sa religion chrétienne. Persécuté, il a tenté de protéger ses enfants. En août 2014, toute la famille s'est réfugiée à Erbil, dans le Kurdistan irakien, où s'entassent encore des dizaines de milliers de réfugiés. Après l'appel à la solidarité d'un cousin installé à Grenoble, dès janvier, les communautés chrétiennes se sont mobilisées. Un appartement a été trouvé. On a fait des travaux, nous, avec mon mari, comme c'est notre appartement. On a quand même mis un bout de cuisine, tout ça qu'on va avoir mi-octobre. Alors en attendant, on a mis une gazinière. Donc on a un petit peu investi quand même, mais ça, c'est pour le long terme, c'est pour nous. Et ensuite, il y a des entreprises de Bellegarde qui se sont manifestées et qui nous ont aidés. Voilà le repas. Cette solidarité des chrétiens s'est amplifiée après l'interpellation du Premier ministre par l'œuvre d'Orient et la Fédération protestante. Manuel Valls a répondu en disant « Nous n'avons pas de moyens propres, mais nous sommes prêts à accorder le statut de réfugié dès lors que vous fournissez le soutien local et l'hébergement. » Et c'est comme ça qu'on s'est avancé. Des habitants, des associations, des élus se sont joints aux membres des communautés chrétiennes de Bellegarde pour aider les réfugiés, car en Irak, d'autres encore attendent un logement. On a appris ce matin que le petit garçon renversé par une voiture hier dans un parking de supermarché à Cluses en Haute-Savoie est décédé. Il avait été admis d'urgence à l'hôpital de Sallanches dans un état grave. Les précisions sur ce drame sur notre site alpes.france3.fr. Le rideau est tombé hier sur les mondiaux d'aviron d'Aiguebelette en Savoie. 8 jours de fêtes sportives où les tricolores s'en tirent avec 6 médailles, dont 2 en or, et la 6e place au classement. Ce matin, les bénévoles étaient encore sur le pont pour faire le grand ménage. Jean-Christophe Pain et Franck Serroni. Tout le monde sur le pont dès 8 h ce matin. Les 160 équipiers de l'organisation et 150 prestataires privés. Il faut démonter les 2700 sièges de la grande tribune et aussi redonner à chacun ce qui lui appartient. Les bancs à la commune de Vertemex, les tables à Sainte-Marie-d'Alvé, les tapis à l'Armée. Près d'une vingtaine de partenaires au total. Un sacré puzzle.
On a plus de 1000 chaises au conseil départemental, d'autres encore de Chambéry, d'autres dans les communes. Vous arrivez à tout retrouver, à tout redonner Tout a été, oui, on a repéré au fur et à mesure qu'on dispatchait sur le site, on a tout repéré. Ouais, quand même. Mais bon, il y a quand même des choses qui se sont promenées toutes seules, donc il va falloir fouiner partout pour... Ça fait un beau casse-tête quand même à la fin là. Oui. Autre chantier non moins important, le tri des déchets. Au plus fort de l'événement, une vingtaine d'équipiers ont assuré la propreté et recyclé les déchets produits par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. On a déjà l'expérience de la Coupe du Monde qui a eu lieu l'année dernière en 2014. Donc on a récolté au total 4,5 tonnes de déchets et là-dessus on a réussi à recycler, envoyer vers des filières de recyclage un peu plus de la moitié. On était à 51% de recyclage. Donc cette année, ça sera forcément plus. Alors il y aura forcément plus de déchets puisque l'événement de l'année dernière a eu lieu sur 4 jours. Cette année on est sur 12 jours et on sait qu'en termes d'affluence on a vraiment eu beaucoup plus de monde. Le comité d'organisation n'a pas le droit à l'erreur. En effet, le site est très surveillé depuis qu'il a été classé en réserve naturelle régionale. Voilà, et nous retrouvons immédiatement Rémi Charmetan, membre de ce comité d'organisation des mondiaux d'aviron, en direct d'Aiguebelette. Bonjour. Alors, comment ressortez-vous de ces mondiaux, soulagé, fatigué, voire rincé? Non, je ne suis pas rincé, je suis en forme. Nous avons eu de la chance, tout s'est extrêmement bien passé, au-delà de toutes nos espérances. La Fédération internationale nous remercie. Ce matin, elle nous l'a confirmé au Congrès. Je crois que les spectateurs étaient contents. Les athlètes, c'était d'abord pour eux, puisque c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques. Ils ont trouvé ici des conditions d'exercice de leur activité fantastiques et ils nous l'ont dit. Et puis naturellement les médias aussi, qui transmettent une bonne image de ce lac d'Aiguebelette dans le monde entier. Alors malgré tout, il y a eu le grand regret de l'équipe de France, hein, c'est l'échec du 8 masculin. Est-ce que ça n'a pas un petit peu gâché la fête? Non, je crois que construire un 8, je ne suis pas entraîneur, mais construire un 8, c'est le bateau le plus difficile. Et pour arriver à avoir des résultats, il faut le faire sur très longue période, ce que font par exemple les Anglais qui ont gagné hier. Donc il faut continuer le travail et un jour on y arrivera. Vous êtes optimiste sur leur qualification éventuelle à Lucerne, dernière chance de qualification pour Rio? Oui, je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question, mais je souhaite qu'ils poursuivent. Vous serez derrière eux. Alors, est-ce que ces mondiaux parfaitement organisés, vous le dites, dans des conditions météo aussi qui ont été propices, est-ce que ces mondiaux sont un tremplin pour une suite? Et quelle suite? Alors la suite, je crois que les mondiaux, il y a deux aspects. Il y a la réussite d'Aiguebelette qui a été magnifique. Et on va continuer à organiser à Aiguebelette les régates traditionnelles comme la régate Savoie-Mont-Blanc. Pour le reste, Aiguebelette a contribué à montrer que la France était capable, dans toutes les disciplines olympiques, d'organiser de très grands événements autour de Paris. Mais le bassin concerné par ce projet est autour de Paris. Et Aiguebelette ont montré qu'on était capable de le faire. Les problèmes de logement, d'hébergement dont on parle, c'est quelque chose qui, à l'avenir, va aussi se développer, s'améliorer? Vous parlez de problèmes de logement ou d'hébergement. Moi, je n'ai vu que des équipes satisfaites, extrêmement satisfaites. C'est plus compliqué pour l'organisateur, puisqu'il doit en assurer les transports. Nous avions à peu près 60 cars qui étaient mobilisés sur le sujet. On a dû doubler certains cars par rapport aux spectateurs, tellement le succès était là. Mais je crois que les équipes ont été très bien logées et aussi extrêmement bien nourries. Nous avons servi 14 000 repas avec un grand traiteur au Savoyard et c'est le même traiteur qui servait les athlètes, les équipiers et aussi qui a servi les réceptions. Bravo donc à toute l'équipe. C'était formidable de ce point de vue. Merci monsieur et bravo à toute l'équipe d'organisation. Merci Rémi Charmetan. Et d'ailleurs en déplacement hier sur le site des mondiaux à l'occasion des finales, Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, s'est invité au stand de la Fédération française d'aviron en compagnie du président et de membres du CIO. Le ministre a mis en avant en effet la réussite de ces championnats, un atout de plus pour le pays dans l'optique des Jeux de 2024. On l'écoute. C'est une parfaite réussite. Vous savez que la France, c'est le pays au monde qui, dans les 3 ans qui viennent, va organiser le plus de manifestations sportives européennes, internationales. On a un savoir-faire, on a une attractivité, mais il fallait à un moment donné qu'on le démontre. Et là, c'est carton plein à Aiguebelette, tant au niveau sportif qu'au niveau populaire, qu'au niveau de l'organisation. Et en plus, devant les yeux du président du Comité international olympique, on ne peut pas faire mieux. C'est clair qu'à force de voir la France organiser des manifestations et que ces organisations soient quasiment parfaites, ça ne peut être qu'un plus pour la candidature de Paris à l'organisation des Jeux 2024.
Et après la Savoie, les regards vont maintenant se tourner vers le Nord-Isère pour la 79e foire de Beaucroissant. Bonjour, Georges Sivet. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de Beaucroissant et cette année, donc on rappelle les chiffres, 1800 exposants, 800 000 visiteurs sur 30 hectares cette année. Un souci, apparemment, on contraint un peu le nombre d'exposants, il y a trop d'exposants, il y a trop de monde, vous êtes victime de votre succès et du coup la sécurité n'est plus assurée? Absolument, la sécurité n'est pas plus assurée, elle n'est pas assez assurée en ce qui concerne le point de vue des services de l'État. Nous avons fait déjà beaucoup de choses depuis des années, nous continuons. Cette année, nous sommes efforcés bien sûr de sécuriser plus le secteur des bovins puisqu'il y avait une maladie IBR et il fallait séparer les différents types de bovins. Mais sur la partie accès de la foire entre le rond-point de la 85 et la 519, vouloir 8 jours avant la foire nous faire supprimer les 80 commerçants, faire supprimer l'entrée des piétons, cela était impossible aujourd'hui. Créer une nouvelle entrée, je n'en ai pas d'autre, il n'y a que 2 entrées à Beaucroissant. Alors on est à quelques jours de l'ouverture de la foire. Nous sommes à quelques jours. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez du poing sur la table? Je tape le poing sur la table, je prends mes responsabilités, la foire se déroulera. Ce n'est pas le nouveau maire qui veut supprimer la foire, certes. Et c'est qui? Nous avons contribué beaucoup à améliorer cette sécurité. Les gendarmes nous ont menacés, nous ont dit « Bon, l'année prochaine, il y aura une convention à signer si vous voulez plus de sécurité ». Cette convention, on ne la connaît pas, on ne l'a pas encore vue. Donc on attend de la voir et d'en discuter. Et bien évidemment, après ce coup de massue, nous avons bien sûr l'équipe municipale et le régisseur de la foire commencé à regarder ce qu'on pourrait faire pour l'année prochaine pour cette entrée de foire, pour sécuriser plus. Donc pour cette année, vous dites c'est trop tard, on ne peut pas faire mieux, on va faire en état. On va faire en état. Et vous dites pour l'année prochaine, on va s'engager à d'autres mesures. On a déjà commencé à réfléchir et nous irons sur le terrain, nous reprendrons les mesures nécessaires qui pourront se mettre en place. Certes, cette foire, on travaille la sécurité depuis 1972. Moi, j'y travaille depuis 1962. Donc cette foire, je la connais. C'est notre succès, c'est notre patrimoine. C'est notre aussi seule rentrée économique. On ne peut donc pas la supprimer. C'était le coup de gueule du maire de Beaucroissant. Merci d'être venu vous exprimer. La foire qui démarre le 11 septembre, c'est-à-dire vendredi, par la foire au bovin. La 796e au total. Merci. On passe maintenant à Alpes Express, d'un côté à l'autre de nos voisins frontaliers. Coup d'œil hebdomadaire avec Fabrice Liégard. Bonjour Daniel. Et Fabrice, on commence avec une rixe qui aurait pu mal tourner, côté suisse. Oui, alors Daniel, vous allez le voir sur ces images tournées par un voyageur. C'était la semaine dernière en gare de Liestal, c'est en Suisse alémanique. Sur le quai juste en face de lui, eh bien, 2 hommes commencent à se bagarrer, vous le voyez, lorsque tout à coup, les 2 tombent sur la voie au moment même où le train régional entre Bâle et Lucerne entre en gare. Il s'en est fallu, vous l'avez vu, de quelques petites secondes pour passer de vie à trépas, mais les 2 hommes n'en sont pas quittes pour autant avec la police cantonale qui les a mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, autre catastrophe, Fabrice, naturelle celle-ci, et c'était en Italie. Oui, et là aussi, Daniel, il a fallu invoquer tous les saints pour éviter des morts, à commencer par la Sainte Vierge, Santa Madonna, c'est ce qu'a dit l'auteur de ces images que vous voyez là, un guide de Courmayeur nommé Gianluca Mara. Il était avec son client juste en face de la voie normale menant au sommet de la Tour Ronde, sur le versant italien du Mont Blanc, lorsqu'il a assisté à l'écroulement de cette paroi rocheuse, une masse de pierre qui n'a pas été quantifiée exactement, mais que l'on imagine énorme. Par contre, ce dont les scientifiques de la Fondation Valdôtaine Montagna Sicura sont certains, c'est qu'il s'agit là à nouveau d'une conséquence directe de la canicule de cet été. Allez, retour en Suisse maintenant avec cette histoire d'eau, de goûteur d'eau plus précisément. Ce n'est pas encore une profession que l'on peut inscrire sur son passeport chez nos voisins suisses, mais une fois par mois, les services des eaux de la ville de Genève organisent des séances de dégustation pour traquer les éventuels mauvais goûts de l'eau mise dans les circuits de la ville. Ingrid Pernet, Serge Vorette sur un montage d'Éric Achard. Regardez. En rang par 2, la brigade fait son entrée. Ils sont 18 goûteurs ce matin, recrutés parmi le personnel des services industriels de Genève. Des palais fins qui vont se prêter au jeu des glou-glou-glou. Alors, c'est un petit peu sucré. Imperceptible. Pas d'odeur. Souvent, on sent quelque chose, on ressent. Le problème, c'est de mettre le nom dessus.
Alors, il y a le panneau qui nous indique un peu ce qu'on peut retrouver. Et puis, il y a tout le manivelle, où il y a... Ça, c'est très bien fait, quoi. C'est la mémoire du goût, des odeurs. C'est comme goûter du vin, quoi. Alors, si on aime le vin, on va trouver ça amusant, quoi, en fait. C'est un jeu, quoi. Un jeu qu'il pratique ici 2 fois par mois depuis 15 ans. Un jeu très sérieux où chacun s'exprime par ses émotions, qu'elles soient gustatives, visuelles ou odorantes. Celle-là, je la trouve un peu amère, quoi. F. Elle râpe un peu dans le palais. Les eaux proviennent toutes du réseau de Genève. Parmi elles se cache une eau minérale que nous devrons découvrir. Et là, je vous assure, l'exercice se complique, surtout pour les néophytes comme moi. Alors là, un petit pot de café. Donc le café sert à remettre les capteurs à zéro. Donc au bout d'un moment, quand vous allez sentir beaucoup de différentes odeurs, vous n'allez pas réussir à différencier les différentes odeurs. Donc le café sert à remettre à zéro les capteurs. Les apparences s'en trompent. C'est là que c'est rigolo. Des fois, elle nous met des trucs bleus ou des choses comme ça. C'est dans des plats qu'elle prépare. Ah ouais, elle a quand même un super goût, celle-là. Elle n'est pas du tout neutre. Verdict en fin de séance, lorsque les eaux commerciales seront dévoilées. Elle est naturellement noire, cette eau, et elle vient du Canada. Elle est infusée aux minéraux fulviques, qui sont les principaux constituants de l'humus. De quoi affûter son palais et reconnaître le goût de la terre et du moisi, que l'on retrouve très rarement dans les laboratoires des services industriels de Genève. D'individu à individu, lors des séances de coudeur d'eau, on voit beaucoup d'interprétations différentes. Et c'est grâce au nombre que l'on est qu'on peut tirer une tendance statistique. Mais ça va être plutôt des interventions sur notre réseau de distribution et notre réseau de traitement. C'est plutôt sur des goûts peut-être de chlore un petit peu trop élevés que l'on a réagi fondamentalement. Près de 250 échantillons prélevés sur l'ensemble du canton sont évalués. Plus de 3000 dégustations sont organisées par an. Car rien, paraît-il, ne remplacerait le palais et surtout notre mémoire olfactive. C'est flagrant, surtout au moment du test final, la rétro-olfaction, une petite douceur aujourd'hui. Je vous rappelle que la rétro-olfaction, c'est la prise en bouche. Moi, j'ai trouvé chocolat blanc parce que ça me rappelle le Galac, comme quand j'étais petite. Voilà, les plaques de Galac qu'on mangeait. À chacun sa petite Madeleine de Proust, mais pour l'eau, c'est beaucoup plus délicat à en croire ces consommatrices croisées à la fontaine. Frais. C'est tout. Limpide. Le goût de l'eau. Et on termine en musique, Fabrice, avec un groupe de chanteurs italiens qui cartonne avec une chanson bien de chez nous. Oui, alors Daniel, vous, moi, tout le monde connaît l'air de cette chanson signée Georges Brassens. Écoutez. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer les dents. Alors Daniel, vous avez forcément reconnu la chanson L'Orage de Georges Brassens, mais revisitée cette fois-ci grâce à ce clip très félinien signé par un groupe de chanteurs florentins qui a pour nom la Banda Bardo, avec un accent sur le haut final et avec une référence très claire à leur idole Brigitte Bardot, bien sûr. D'ailleurs, la Banda Bardo, ça veut tout simplement dire l'orchestre de Bardot, Brigitte Bardot. En tout cas, avec ce clip qui fait le tour des réseaux sociaux italiens en ce moment, le groupe La Banda Bardo fait un énorme buzz. Initial bébé avait dit Gainsbourg. Eh bien, la Banda Bardo, elle, dit bébé, d'accord, mais Brassens, Bardot. Et merci à vous, Fabrice Ligard, pour cette Alpe Express. On va se séparer avec une image. 4000 amateurs au bout de l'effort. Ils se sont lancés hier dans ce qu'on appelle un mud day de 13 km autour du lac de Vénérieux. C'était dans le Nord-Isère. De la boue et des obstacles. Au total, sur les 2 jours du week-end, ce sont près de 10 000 personnes, petits et grands, qui se sont roulés dans la boue pour le plaisir. À suivre, les prévisions météo, l'édition nationale, où bien sûr on reviendra sur la conférence de presse qui se termine tout juste ou qui se poursuit même en ce moment, celle du chef de l'État qui a annoncé, je vous le rappelle, l'accueil de 2400 migrants en France sur 2 ans. Merci. 24 000 migrants